Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast de Bulletin sportif. Cette semaine, on est vraiment en train de faire la fin de la saison de hockey collégial. Alors, on va parler de la grande finale chez les filles qui a été remportée par les Titans de Limoilou en 4 contre les Highlanders de John Abbott. On fait le tour de tout ça, évidemment, avec Léa McIntyre. Et je vous invite particulièrement à rester jusqu'à la fin parce qu'on a l'entrevue de la semaine avec l'excellente Héloïse Caron des Titans de Limoilou qui va nous parler de son parcours, mais qui va nous parler aussi de l'avenir pour elle, comment ça s'est passé cette saison. Ça a été formidable. Elle a inscrit 3 buts dans le match final, dans la victoire finale des Titans. Une grande joueuse qui va être surveillée pour longtemps. Donc, manquez pas cette entrevue-là. On parle évidemment aussi des demi-finales en hockey collégial masculin. Ça s'est terminé. Aussi, on sait que Sorel l'a emporté en 5 contre Champlain-Saint-Laurent et André Laurando, également qualifié en finale. Victoire en 5, eux aussi, contre les champions de la saison régulière, les Filons de Thetford. Donc, on fait le tour de tout ça, analyse complète. On met la table pour la finale avec Denzel Carregueya et Tristan Mack. Alors, je vous parle de ça, mais je vous parle aussi du fait que il faut pas manquer, si vous en avez la chance, il y a les finales provinciales, les championnats provinciaux de basketball et de volleyball D2 qui vont se jouer en fin de semaine prochaine. Basket D2, tout de suite, là, je fais la nomenclature des équipes qui vont être impliquées. Donc, au niveau masculin, ça va se passer à Sainte-Foy. On a Vanier, Lennox, Saint-Hyacinthe, Dawson, Montmorency, Sainte-Foy, Alma et Huntsic. Huntsic, a toute une histoire d'ailleurs. Huntsic qui avait fini 8e en saison régulière, a battu Heritage en quart de finale, a ensuite gagné évidemment sa demi-finale et la finale. Et donc, se présente là comme champion de la section sud-ouest. Ça va être très intéressant. Chez les femmes à Thetford, ça se passe à Thetford, les championnats provinciaux. Sherbrooke, Huntsic, Outaouais, Limoilou, Montmorency, Chicoutimi, Saint-Laurent et Dawson. Et pour nos fans de volleyball, même chose, championnats provinciaux, Division 2, à Lévis chez les hommes, Maisonneuve, Trois-Rivières, Rimouski, Huntsic, Montmorency, Limoilou, Saint-Hyacinthe et John Abbott. Trois-Rivières et John Abbott qui sont champions de conférence chacun de leur côté. Chez les femmes, ça se passe à Rivière-du-Loup, Montmorency, Limoilou, Garneau, John Abbott, Saint-Jean, Trois-Rivières, Sherbrooke et Lionel Groux. Lionel Groux, championne de leur conférence et Limoilou, championne également de leur côté. Probablement les deux équipes favorites, étant donné qu'elles sont championnes, mais ce sont toutes d'excellentes équipes qui se présentent là. On remet les compteurs à zéro, donc des gros championnats à suivre et que nous, chez Bulletin Sportif, évidemment, on va suivre tout ça. Donc, sans plus tarder, je vous envoie vers ce qui vous intéresse. Léa, Denzel, Tristan et l'entrevue de la semaine que je vous rappelle avec Héloïse Caron. Et oui, mesdames et messieurs, on est rendu là, hockey collégial masculin. Après une pause d'une semaine, bien de choses se sont passées, notamment des demi-finales enlevantes, et on est prêt pour les finales. On en jase avec Tristan et Denzel. Salut, messieurs. Salut, messieurs. Bonjour tout le monde. Alors oui, avant de mettre la table pour cette finale qui opposera Sorel Tracy et André Laurando, on va revenir quand même sur les demi-finales. Deux grosse demi-finale du hockey comme on en espérait, des matchs âprement disputés et 2 demi-finales qui se sont rendues à la limite de 5 matchs. On va commencer avec celle impliquant André Laurando et Thetford. Thetford qui avait été l'équipe qui avait fini première au classement, solidement première au classement d'ailleurs. Au final, une première ronde un petit peu, ordinaire, disons-le comme ça, pour les Filons, mais qui avait quand même bien fini, où est-ce qu'on avait dit, bon, OK, peut-être que le début était un petit peu chancelant, mais on sentait que l'équipe avait pris ses aises après. Par contre, en demi-finale contre André Laurando, puis j'enlève rien à personne, mais franchement, André Laurando est sorti vainqueur de ce duel-là.
Et on n'avait pas l'impression de voir une équipe plus favorite que l'autre là, quand on regardait les matchs du gros hockey. Des matchs qui ont été à certains moments l'avantage d'un, à certains moments l'avantage de l'autre. Il ne faut pas penser que c'est normal, là, c'est pas systématiquement toujours très, très, très au même niveau, mais au total, c'est ça, une finale qui s'est rendue en 5 matchs. Donc, Tristan, je vais te laisser évidemment partir là-dessus, nous raconter comment tu as vécu ça. Oui, écoute, cette demi-finale-là, une tonne d'émotions. Honnêtement, là, ça a été du hockey de séries éliminatoires pur et dur, du début jusqu'à la fin, absolument exceptionnel, en sens où est-ce que les deux entraîneurs-chefs, Alexandre Lardonneau et Martin Bernard, se sont livrés toute une bataille. Et ce qui est quand même assez spécial dans cette série-là, messieurs, 2 victoires de chaque côté à domicile. Et une seule victoire sur la route dans la série, là. C'est assez rare qu'on voit ce type de situation-là. Et vraiment, ça a donné vraiment du gros hockey. Le premier match, bon, les Filons se sont imposés. Il y a eu vraiment là, des bonnes mises en échec. Et puis, un joueur comme Olivier Bizier est sorti de sa coquille avec 4 buts dans le premier match. Personne ne l'aurait cru sans lui reprocher quoi que ce soit, évidemment. On a vu Tyler Medina qui a été très, très bon aussi. Et du côté du Boomerang, que dire du travail de Samuel Dion depuis le début des séries éliminatoires? Quand on parle d'un joueur de série, quand on parle d'un joueur qui marque des buts, qui vraiment là s'impose au bon moment. Samuel Dion est en train de nous le prouver actuellement. Il fait tout un travail depuis le début des séries éliminatoires. Lui qui est maintenant 9 points en 9 matchs depuis le début des séries, dont 8 buts. Toute une série pour lui. Donc, le premier match, beaucoup d'indiscipline du côté du Boomerang. 3 buts en avantage numérique pour les Filons. J'ose même dire quasiment 4 parce que un de leurs buts avait été marqué tout juste dès que le joueur du Boomerang sortait du banc de pénalité. Après ça, un match série à domicile pour le Boomerang. Plusieurs punitions au Boomerang encore dans ce match-là. Ceci étant dit, on s'en est quand même bien sorti. Oui, absolument. 3 buts marqués en avantage numérique en première période. Dans le match numéro 2, les Filons qui se sont installés aussi, Medina qui a fait le travail ce qui a été le point tournant dans cette série, et c'est malheureux pour le gardien de but, Alexandre Bellemare, qui n'avait rien à se reprocher depuis le début de son arrivée avec le Boomerang. Eh bien, c'est le changement de gardien de but. Et c'est dommage pour Alexandre parce que je suis convaincu que Bellemare aurait voulu aller chercher une victoire contre les Filons, mais Tessier a fait tout un travail quand Alexandre Lardonneau l'a envoyé dans la mêlée. Le match numéro 3, le Boomerang a tenté de s'installer, mais les Filons ont été plus opportunistes. On voyait à un moment donné, là, c'était 4-2, c'était plus 5-2. Donc, l'avantage numérique des Filons a fait du gros travail. On pense notamment au Mathis Tifo, Nathaniel Aubert, Goulet, Justin Dufour en défensif, il ne faut pas l'oublier, messieurs, le numéro 78, là, tout un travail à la ligne 2, des bonnes passes en avantage numérique. Par la suite, match 4, le Boomerang s'est vraiment installé, 5 buts, peut-être même 6. Le but refusé qui était assez limite, disons-le comme ça. Ensuite, le match numéro 5, c'est dommage pour les Filons, ce qui est arrivé, que de jouer à l'aréna Mario Gosselin au lieu de l'aréna Black Lake. Je ne sais pas si vous avez vu la publication là, de Martin Bernard qui explique son incompréhension par rapport au fait que son équipe ait eu à déménager en pleine série éliminatoire, en pleine fin de demi-finale comme ça. Ceci dit, c'était tout simplement incroyable de voir cette aréna-là pour du hockey collégial. On a le stade LP Gaucher, on a le Colisée Cardin, qui sont 2 superbes amphithéâtres pour la Ligue, mais là, Mario Gosselin, cette aréna-là,
C'est sublime. Et le Boomerang a fait tout un travail. 2 buts en avantage numérique, 1 but en désavantage numérique de Daniel Minecerni, qui est enfin sorti de sa coquille. Lui qui a marqué 2 buts, ses 2 premiers buts des séries. Il avait tout de même un bon nombre de mentions d'aide également. Mais le dernier match, les unités spéciales du Boomerang ont fait le travail en 5 contre 5 également. Matty Stacy qui a vraiment là, sorti des très gros arrêts. Medina s'est imposé lui aussi. Et le Boomerang qui se qualifie en finale. Mais il faut se le dire, quelle série! Beaucoup d'émotions dans les 2 amphithéâtres. Beaucoup de stress, beaucoup d'animosité pour les 2 formations. Et puis, bravo au Filon là, de nous avoir offert toute une série comme ça, toute une saison. Il ne faut pas l'oublier. Avec leurs 30 victoires, ils égalaient le record de la Ligue avec ce nombre de victoires-là. Et je me demande quand est-ce qu'on reverra une équipe qui va gagner 30 matchs sur une possibilité de 36 en saison régulière. C'est tout un travail de la part de Martin Bernard et de son équipe. Et Tyler Medina, vraiment toute une saison. Et je ne sais pas si vous avez vu la poignée de main entre les Filons et le Boomerang, mais il y a eu une très longue conversation entre l'entraîneur des gardiens de but du Boomerang, Karel Saint-Laurent, ainsi que Tyler Medina. Même chose pour Alexandre Lardano avec Tyler Medina. Je pense que les 2 coachs là, ont donné beaucoup de respect à ce jeune homme qui vraiment là, est une histoire absolument fantastique de persévérance et qui prouve que le sport étudiant a plus que sa place dans notre société en 2024. En effet. Puis je pense que tu résumes très, très bien la série en entier, comment ça s'est déroulé. Denzel, justement, je veux ben évidemment, tu me donneras ton analyse, mais je te relance quand même sur le fameux dernier match qui s'est déroulé à l'Arena Mario Gosselin, au lieu de l'Arena habituelle. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire ou quoi que ce soit, là, Tristan vous a référé à une publication de l'entraîneur Martin Bernard sur les réseaux sociaux où il explique justement que l'équipe a été obligée d'aller jouer là, étant donné que son Arena habituelle est fermé le 15 avril en réalité. Là, la décision a été prise, ça a été expliqué un peu plus loin, sachant que la ville devait s'organiser assez longtemps d'avance pour pouvoir prévoir les fermetures comme ça. Et malheureusement, ayant été mis au courant des dates des demi-finales, disons, ils ont mentionné que c'est parce qu'ils l'avaient su un peu tard, que c'est pour ça qu'ils n'ont pas été capables de changer les choses. Bon, ceci étant dit, je ne connais pas les tenants aboutissants des implications que ça a de pouvoir ouvrir, fermer un aréna et tout. Ceci étant dit, c'est la réalité avec laquelle on a dû composer Martin Bernard, Stéphane Fizet et le reste de l'équipe, évidemment les joueurs des Filons. À quel point ça a eu un impact. Si Martin Bernard a pris le temps de le mentionner, c'est que probablement ça a dérangé beaucoup plus que simplement des petites habitudes qui ont changé. Ça a vraiment eu un impact. Je pense pas qu'on voulait se servir d'une excuse pour enlever quelconque crédit à l'adversaire là-dedans. Je pense qu'il y avait une frustration reliée au fait qu'on aurait aimé pouvoir vivre ce moment-là, gagne ou perd, mais vivre ce moment-là dans les meilleures conditions parce qu'on avait tellement bien joué pendant la saison pour mériter justement cette chance-là de jouer dans nos pantoufles, façon de parler. Fait que je résume un peu l'affaire, mais Denzel, je veux savoir ce que tu en penses, comment tu as perçu ça. Certainement que ça a été un élément perturbateur pour la formation des Filons du cégep de Thetford, étant donné qu'on jouait le match le plus important de notre saison, puis on nous demandait d'aller jouer dans un autre amphithéâtre auquel, oui, on a joué l'an passé. On sait que ça s'était mal passé aussi face aux Janois du Collège d'Allemand et de cette fois-ci encore baisser pavillon au centre Mario Gosselin. Je pense que c'est dommage pour la formation des Filons qui quand même aura été en mesure de offrir une opposition quand même assez intéressante. C'est la fin d'un cycle pour les Filons. On pense quand même à un groupe qui aura passé 3 ans sous l'uniforme des Filons, des joueurs qui, lors de leur première année du processus, ont terminé au 3e rang. La 2e année, on termine au 2e rang et finalement, cette année, à la conclusion de la saison régulière, on termine au 1er rang.
On s'attend à ce que ça soit notre grosse année en séries éliminatoires, puis malheureusement, on s'incline en 5 dans un amphithéâtre qui n'est pas le même auquel on était habitué. Mais à la fin de la journée, je pense que la patinoire est la même pour les deux équipes. C'est sûr que l'élément de ne pas avoir joué dans notre amphithéâtre, dans notre vestiaire, peut avoir joué dans la préparation des filons, mais je pense qu'on a eu l'occasion dans ce match numéro 5 de fermer les livres à des moments importants. Puis, on n'a qu'à penser au début de match qu'aura offert les filons au boomerang. Ça n'arrêtait pas de fusiller en direction de Matty Stacey qui aura cédé à une reprise, mais par la suite, on a vu le but inscrit du boomerang qui a été, selon moi, un point tournant dans cette rencontre, étant donné qu'on termine le premier 20 avec une avance de 3-1. On a senti la foule un peu plus sur les talons. Puis, ça leur a peut-être permis au boomerang de mieux s'acclimater à cette foule qui, on va se le dire, peut être très hostile à Thetford. Je suis sûr que les partisans du boomerang qui auront fait le voyage auront eu droit à une adversité, même dans les estrades. Donc, mais pour en revenir vraiment à cette série-là, je pense qu'il y a un processus qui a été entamé par les filons depuis quelques années avec le même groupe de joueurs qui aurait été très intéressant. On va faire un peu peau neuve l'année prochaine. Il y a plusieurs joueurs qui vont faire leur entrée. On a fait des signatures très intéressantes au niveau du M18-3A. Je pense que Martin Bernard va encore avoir un beau bassin de joueurs avec lequel bâtir. Mais c'est sûr que quand on regarde statistiquement cette série-là, selon moi, ça s'est joué sur l'avantage numérique. Quand on regarde les deux avantages numériques, le boomerang qui est 6 en 18 et pour Thetford, c'est 6 en 32. On avait mentionné que les opportunités allaient être là pour les filons. Est-ce qu'on en a profité? Pas assez. Puis c'est peut-être ça qui aura changé la donne dans cette série parce que même le but gagnant de cette série-là est inscrit en désavantage numérique. Donc, ça parle de l'importance qu'aura joué les unités spéciales dans cette série demi-finale. Et je peux vous confirmer que les partisans ont eu de l'adversité du côté de l'Arena Black Lake et je les seconde. Et moi-même, j'ai eu de l'adversité dans cette série-là. Je veux faire mon meilleur culpa par rapport à une situation qui s'est passée au match numéro 4. Là, je me suis laissé un peu trop emporter à la fin du match numéro 4 à la suite d'une brasse camarade. Je tenais à offrir mes excuses à la famille du joueur concerné et aux joueurs concernés et à l'organisation des filons. Je n'aurais pas dû me laisser emporter de la sorte. C'est les émotions des séries éliminatoires et il y a des situations parfois qui font en sorte que nous avons une bulle au cerveau et on se laisse un peu trop emporter. Donc, j'espère que vous me pardonnerez pour cette situation-là. Je tenais absolument à le mentionner publiquement. Et pour en revenir à la foule des filons, Philippe et Denzel, tu sais, à l'Arena Black Lake, l'amphithéâtre est plus petit. Et ça paraît niaiseux, mais c'est un fait. Les estrades sont plus proches de la glace. Mais oui. C'est plus compact. Et quand on circulait dans l'amphithéâtre, là, pour les piétons ou pour les partisans, là, on se serait cru sur l'autoroute des Caries. Il y avait énormément de gens. C'était assez spécial. Et lorsque nous étions à l'Arena Mario Gosselin, l'amphithéâtre est pas mal plus grand. Il y a des sorties un petit peu plus évidentes, disons-le comme ça. C'est un peu moins compact. Donc, c'est sûr que côté sonore, côté partisan, ça l'a paru. Mais les filons n'ont pas rougir de leur performance dans ces séries-là. Ils ont été absolument très bons et ils ont donné une bonne adversité au Boomerang. Ah, clairement. Puis, tu l'as dit, il n'y a pas rien là où est-ce qu'on ne peut pas dire que les filons ont sous-performé. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'était une belle série. Oui, à la fin, ça peut aller, le proverbial, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Là. C'est clairement ça qui s'est passé. Puis tu le mentionnais, Denzel, ce fameux dernier but-là qui a mis ça 4-3 lors du 5e match à la toute fin de la 2e période. Le Boomerang venait 3-1 après 2. Les filons trouvent le moyen de remonter la pente, mettre ça 3-3. On a un match, puis là, veut pas, cette foule-là qui
Peut-être que son impact paraît moins du fait de la grandeur d'amphithéâtre, mais n'empêche, on allume notre monde là, finalement. Et nous-mêmes, en tant qu'équipe, c'est sûr et certain, évidemment, je n'étais pas sur le banc pour le confirmer, mais on peut le présumer. L'émotion positive embarque. Et là, punition au boomerang, on se dit qu'on a peut-être une chance de finir la période en allant justement donner une claque de plus avant d'aller prendre la pause. Puis finalement, c'est Daniel Miza-Cerny qui s'en va voler la rondelle au défenseur adverse qui a pinché en bon québécois. Puis finalement, est allé marquer un but sur un 2 contre 1. Puis tout ça pour dire que, tu sais, un beau jeu en désavantage numérique qui, alors qu'on était dans une situation où on était probablement peut-être en train de se dire « Oh, là, c'est dangereux. » On a reviré ça à notre avantage. Puis on a joué une troisième période où la défensive était solide et efficace parce qu'on a coupé beaucoup de jeux. C'était pas juste on subissait. Oui, évidemment, il y a eu quelques événements et quelques moments où est-ce qu'on peut dire un très, très gros merci à Mathis Tessier. Mais n'empêche, si on regarde la période dans son ensemble, on ne s'est pas empêché là, de jouer c'était une défensive efficace, une défensive qui n'était pas passive. Donc, ça a donné quand même lieu à du beau jeu. Fait que, non, il n'y a pas eu de but dans cette fameuse troisième période-là, cette fameuse dernière période-là, mais les occasions étaient là. Puis regarde, je pense que ça a résumé assez bien la série, dans le sens qu'on avait du jeu serré, du jeu intense, puis bon, ça a donné ce que ça donne. Et les joueurs du Boomerang qui ont bloqué énormément de lancers dans cette série-là, plusieurs mises en échec également. Et il ne faut pas l'oublier non plus, alors qu'il restait 1 minute 2 en deuxième. Paul Slivka qui avait touché à la rondelle et qui a malheureusement frappé la rondelle de manière accidentelle sur l'arbitre, sur le juge de ligne, pardon, qui s'en allait vers son chemin. Et ça a donné une séquence assez épeurante, merci, sur la glace. Et on souhaite prompt rétablissement au juge de ligne qui avait reçu cette rondelle-là. D'ailleurs, Paul est suspendu un match pour cette force accidentelle envers un officiel selon le code là, indiqué sur la feuille de match. Mais c'est qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment de raison d'essayer de dégager ou d'enlever la rondelle. Là, il ne se passait plus rien, c'était fini. Mais c'est un bête accident, ça s'est donné qu'au même moment. Malheureusement, c'est un geste qui n'aurait pas dû arriver, ce dégagement, mais malheureusement, ça s'est donné que le juge de ligne fonçait justement vers le filet pour probablement séparer des joueurs après un sifflet. Et il est passé exactement au moment où la rondelle se levait dans les airs. Donc, c'est ce qui a mené à ça. C'est bête, c'est malheureux, mais ça amène aussi à penser, à dire, c'est pas pour rien, là, justement, que lâcher la rondelle quand c'est fini, là, il y a des situations où la vigilance n'est plus à l'endroit de la rondelle, elle est ailleurs, puis ça peut être très dangereux. Nous avons souhaité un prompt rétablissement à cet officiel-là qui aura un nouveau sourire, disons-le comme ça. On va souhaiter surtout que ultimement, il n'y ait pas de séquelles à ça parce qu'effectivement, c'est malheureux. Mais bon, passons à autre chose maintenant. L'autre série, encore une fois, une très belle série, entre les rebelles qu'on avait tous mis gagnants, mais peut-être qu'on avait le goût de réviser ou en tout cas de se dire, d'accepter de s'être trompé après les 2 premiers matchs parce que les Lions de Champlain-Saint-Lawrence s'était établi très solidement dès les 2 premiers matchs de la série. 2 bonnes victoires, puis au bout du compte, on menait 2-0. On pensait vraiment que ça allait peut-être se terminer plus vite qu'on pensait. On sentait que les Lions offraient un niveau d'opposition ou en tout cas un niveau de jeu aux rebelles que ces rebelles-là n'avaient pas vécu dans la ronde précédente. Bref, les Lions semblaient vraiment avoir trouvé la façon de déranger les rebelles. On avait un jeu très robuste, un jeu très serré. Ça avait l'air de déranger, mais à partir du 3e match, quel match que ce 3e, puis ça a tout changé. Une remontée qui a mené une victoire, puis ultimement, les rebelles sont sortis gagnants de la série. Denzel, qu'en as-tu retenu? Avec une avance de 2-0 pour St. Lawrence dans cette série, je pense qu'il y avait très peu de gens qui pensaient que les rebelles allaient être en mesure de revenir de l'arrière, mais ça parle de la force de caractère. La formation de Sorel Tracy qui, même acculé au dos du mur, a fait confiance à son équipe. On sait qu'on avait probablement l'équipe la plus expérimentée du circuit collégial. Puis ça l'a paru face à une équipe des Lions qui a reconnu les 2 premiers matchs de cette série-là. Des matchs excellents. On aura inscrit 6 buts dans chacun.
de ces deux rencontres-là. On aurait été en mesure de museler l'offensive de Sorel Tracy qui, lors de la série quart de finale face aux Janois, aura fait flèche de tout bois. Puis, on a vu que le match numéro 3 a été un point tournant d'aller à Val-Bélair alors que les Lions avaient la possibilité d'éliminer les Rebelles. Mais finalement, Sorel Tracy qui se lève et qui est en mesure d'aller chercher une grosse victoire sur une patinoire adverse. On l'avait déjà fait au courant de la saison régulière, mais de le faire cette fois-ci en séries éliminatoires, ça part de la qualité du programme qu'on a du côté des Rebelles. Puis maintenant, d'arriver à domicile, de tirer de l'arrière 4-1 dans un match numéro 4, où encore une fois, si on perd, on retourne à la maison, on revient de l'arrière 4-2, 4-3, et finalement, dans les derniers instants, on est en mesure d'égaliser 4-4. La foule qui était en délire au Colisée Cardin, puis en prolongation, on est encore en mesure d'aller chercher ce but-là. On a senti vraiment le momentum tourner en faveur de la formation d'Éric Messier qui, je dois être honnête, même lorsqu'on tirait de l'arrière dans des matchs, on n'a jamais eu peur. On semblait toujours être en confiance. On faisait jouer nos trios. On n'a pas changé notre manière de jouer. Puis je pense qu'on doit énormément lever notre chapeau à la formation des Rebelles qui a dû se déplacer à nouveau à Val-Bélair dans un deuxième match consécutif à acculer au dos du mur pour aller chercher un match sur une patinoire adverse. Je pense qu'il y a du gros travail qui a été effectué par les Léo Saint-Michel, les Charles-Étienne Lamy, les Donovan Côté, les Chad Prebzel, puis on en passe. Je pense que de voir un gardien recru comme Justin Roux être en mesure aussi de mettre son nom sur ce match-là, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que St. Lawrence aurait eu des chances de marquer dans ce match numéro 5. On aurait été en mesure quand même, avec une équipe jeune, de venir compétitionner face à l'équipe la plus expérimentée de la Ligue, dis-je bien. Je pense qu'il y a du gros travail qui a aussi été effectué par Pierre-Cédric Labrie. Maintenant, c'est sûr que c'est une vive déception pour le programme des Lions du Cégep Champlain-St. Lawrence. On menait 2-0 dans cette série-là. Puis on semblait être en contrôle, mais je pense que la force de caractère des Rebelles aura vraiment changé la donne. On aurait eu nos chances d'aller chercher cette série-là, mais je pense qu'on doit quand même être satisfait de la manière dont on s'est comporté. On finit au deuxième rang avec une équipe très, très jeune, des joueurs recrues qui auront la chance potentiellement de revenir si on ne progresse pas au niveau junior majeur. Il y a de l'excellent travail qui a été effectué à ce niveau-là. Puis je pense que de voir les Rebelles au final emporter, je pense que la logique a été respectée d'une certaine manière, mais ça aurait pu aller des deux côtés, comme dans la série, mettons, aux prises de boomerang, au filon. Oui, absolument. Puis, ce qui est intéressant aussi de cette série-là, ça ressemblait beaucoup à celle du boomerang et des filons, en sens où est-ce que le boomerang, une jeune équipe avec des bons vétérans dans cette formation-là. Même chose du côté de Champlain-Saint-Lawrence. Du côté de Thetford et de Sorel, on parle de deux équipes qui étaient très expérimentées, qui avaient beaucoup de finissants cette année. Vraiment, là, tout un travail de la part de Pierre-Cédric Labrie cette année, qui est arrivé dans la Ligue collégiale. Bon, une très belle carrière à titre de joueur, autant dans la Ligue nationale, Ligue américaine et l'Europe, mais qui n'avait aucune expérience derrière le banc, qui est arrivé à Québec dans une ligue qu'il ne connaissait peut-être pas, je ne le sais pas. Je n'ai pas parlé à Pierre-Cédric Labrie pendant la saison, donc je ne peux pas vraiment le savoir là, s'il connaissait la Ligue collégiale. Bref, il est arrivé ici et a vraiment là, monté une belle structure du côté de Champlain-Saint-Lawrence. On a vu des joueurs là, qui se sont démarqués, je pense notamment à un Mathias Loisel qui a été tout simplement extraordinaire pendant les séries éliminatoires pour les Lions du Cégep Champlain-Saint-Lawrence. Je pense également à Tristan Giroux qui a été très bon. Et du côté des Rebelles, ce qui a fait la différence, c'est oui, le niveau d'engagement, de caractère. On a vu des vétérans soulever cette équipe-là. Et il ne faut pas l'oublier, Hugo Vézina-Fusé ne jouait pas les 2-3 derniers matchs là, en raison d'une blessure. Et on parle d'un morceau très important du côté des Rebelles, lui qui ira du côté de l'ETS l'année prochaine d'ailleurs. Donc, vraiment, les Rebelles ont connu toute une série. Et que dire des émotions de Richard Farley à l'analyse du match numéro 4 sur le but de Donovan Côté. Et je pense que ça promet pour la finale entre deux équipes rivales.
et 2 équipes originales de l'année préparatoire de la Ligue collégiale Division 1. En effet, puis on va en parler parce qu'on va mettre la table, mais je veux conclure ça avec cette demi-finale. Puis bon, ça va peut-être nous mener justement à l'analyse de la finale qui s'en vient. J'ai été impressionné par ce que les Rebelles ont fait au sens où on a senti qu'on faisait confiance non seulement à cette expérience-là qu'on avait, parce qu'on jouait malgré tout avec nos joueurs, comme tu l'as dit tantôt, Denzel, on renvoyait nos bons trios. Il n'y a pas eu de panique où on a essayé de modifier un peu tout, malgré la situation, malgré le fait qu'on perdait 2-0 dans la série, malgré le fait qu'on perdait 4-1 dans le match numéro 4. On a joué ça à la manière des Rebelles. Et je pense qu'on a fait beaucoup confiance au fait qu'on avait énormément de talent. Et ce talent-là offensif est ressorti dans les moments clés. Puis ça a aidé. Puis bon, ben, dans le match numéro 5, c'est peut-être justement une défensive, ultimement, qui a fait la différence. Mais encore une fois, c'était les Chad Prebzel qui sont arrivés. Il y a Arsenault Roland. Il y en a beaucoup de très bons joueurs avec les Rebelles. On les a vus toute l'année. Charles-Étienne Lamy, vous les avez nommés, Léo Saint-Michel et évidemment Donovan Côté. Mais il reste que, oui, ils ont marqué au bon moment. Mais j'avais l'impression qu'on s'est dit, OK, on a un talent spécial, ça va marcher avec ce talent-là, ça prend une occasion pour marquer un but. Puis on l'a même vu dans le match numéro 1 de la série. Ça a fini 6-3, oui, mais à un moment donné, c'était quoi? C'était 4-1, on a remonté 4-2, 4-3. Ça prenait presque rien. Il y avait l'étincelle, elle pouvait arriver n'importe quand, ou est-ce que les Rebelles elles pouvaient se replacer dans un match. Bref, en tout cas, ça a été marquant, je trouve, dans cette série-là. Puis, je vous relance d'ailleurs là-dessus, les gars. Est-ce que vous pensez que ce talent-là va faire en sorte que les Rebelles, encore une fois, faut les voir comme favoris, malgré le fait que le Boomerang démontre que c'est, comme Alexandre Dandonneau me l'a dit plus d'une fois, on a bâti cette équipe-là pour les séries et force est d'admettre qu'elle joue vraiment du beau hockey de série de la bonne façon. Est-ce que ce hockey de série-là, face à du talent aussi brut, va être suffisant? Je vous laisse me dire ce que vous le voyez, ce que vous voyez. Tristan, comment tu vois ça? Qui est favori? Puis où vont où est-ce que tu mets les clés, disons, de la série? Honnêtement, ça va se jouer sur les unités spéciales, sur le niveau d'engagement et la discipline. Ça va être les 3 éléments clés dans cette série-là. Le contrôle des émotions aussi. Ces joueurs-là vont vivre une première finale collégiale pour à peu près tout le monde, sauf Samuel Kimmerly du côté d'André Laurando, qui avait gagné avec les Griffons de l'Outaouais en 2022. À part de ça, tous les autres joueurs qui sont impliqués dans cette série-là n'ont jamais participé à une finale du hockey collégial Division 1. Et quand on parle d'une finale, on parle des émotions qui doivent être gérées un match après l'autre. En le sens où est-ce que, une équipe gagne le match 1, oui, on va être content d'avoir gagné le premier match, mais ne pourront pas être assis sur leur nuage trop longtemps, là. Puis après ça, tu perds le match 1 ou tu ne peux pas être sur ton nuage, on a perdu ce match-là. C'est surtout là que ça va se jouer parce que je pense que les 2 équipes ont des forces de frappe. Du côté d'André Laurando, je pense à Samuel Dion, Daniel Milocerny, Loïc Franqueur, Louis-Olivier Charland, messieurs, au dernier match. Il n'a pas marqué de but, mais il a créé plusieurs pièces de jeu importantes pour le Boomerang. Je pense également à Maxime Rouleau qui joue du gros hockey de séries éliminatoires. Bien que son nom n'apparaisse pas très souvent sur la feuille de pointage, là, Maxime amène de la vitesse et est bon sur l'échec avant. Et du côté de la défensive, du côté du Boomerang, il y a du muscle dans cette défensive-là. C'est une défensive qui est bien bâtie, des bons gardiens de but aussi. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Je pense que le tout va se jouer dans les débuts de match. Je pense que ça va être là que ça va se décider. Du côté des Rebelles, des excellents joueurs de hockey, là. On les a tous nommés, là.
les Donovan Côté, Hugo Vizina, Fusée Léo Saint-Michel et compagnie de ce monde, Justin Roux, le gardien de but, Matty Tessier du côté du Boomerang. Et Matty Tessier, dans le passé, a déjà gagné des championnats avec ses équipes précédentes. Je ne sais pas si ce fut le cas là, pour Justin Roux, mais l'année passée, Matty gardait les buts pour les Dynamiques du Collège Charlemagne au niveau M18, Division 1 du RSEQ au niveau scolaire. Il avait été un morceau très important pour la formation de Sainte-Catherine l'année passée en séries éliminatoires. J'ai bien hâte de voir comment il va sortir contre les Rebelles. Même chose pour Justin Roux. Et le niveau de nervosité devrait être contrôlé. Une chose est certaine, on aura droit à une excellente série de hockey. Les deux entraîneurs-chefs qui sont opposés, c'est une 6e fois que ces deux entraîneurs-chefs-là s'affrontent en séries éliminatoires. C'est quand même de bonne guerre. Les deux se respectent mutuellement pour la qualité de leur travail. On sait qu'Alexandre Ardenneau a fait tout un travail avec l'organisation du Boomerang. Les Rebelles aussi. Éric Messier fait tout un travail avec sa formation. Et dans le passé, il n'avait pas nécessairement les équipes les plus talentueuses, mais son équipe était parmi les plus travaillantes dans le circuit. C'est ça qui va être la beauté de la finale cette année entre ces deux équipes originales de l'année préparatoire 2009 du hockey collégial, Division 1. Ce sont deux des équipes les plus travaillantes de la Ligue de hockey collégial D1 qui vont s'affronter. Ça va être absolument fantastique de décrire ces matchs-là. Je souhaite la meilleure des chances aux Rebelles. Bonne chance aux joueurs du Boomerang. Quel meilleur gagne qu'on ait droit à un excellent spectacle. De mon côté, j'y vais d'une prédiction Boomerang en 5. C'est le chiffre qu'on attendait, c'est juste Boomerang ça. en 4, pardon. Oh, en 4? OK, ouais. Tu veux juste le temps d'y penser, il y a un match de moins. Denzel, comment entrevois-tu tout ça, justement? Qu'est-ce qui va avoir le dessus? Évidemment, il y a des forces, des faiblesses de chaque côté, mais qu'est-ce qui va avoir le dessus, d'après toi, là, ce talent brut-là, offensif, encore une fois, que je ramène sur la table, versus un jeu collectif qui est tellement bien, on dirait, bien bâti justement pour les séries, puis qui à date a donné d'excellents résultats. De mon côté, j'ai envie de m'attarder sur des joueurs qui occupent un rôle un peu plus obscur dans ces formations. On a parlé de Daniel Milozerny qui a inscrit ses 2 premiers buts des séries éliminatoires face au Filon dans le match ultime de la série demi-finale. Et du côté des Rebelles, je pense qu'il y a un joueur que tout le monde connaît dans la Ligue, c'est Elliott Lahaye. À chaque fois que celui-ci est sur la patinoire, il complète ses mises en échec. Puis ça peut être un élément qui peut déranger l'adversaire dans une finale. On a vu qu'il a été, oui, en mesure de déranger l'adversaire, mais des fois a peut-être été en mesure aussi de se retrouver au cachot. Donc, est-ce que ça va être une façon de peut-être voir comment on va être en mesure de gérer nos émotions? Je pense qu'il y a un point à soulever de ce côté-là. Maintenant, on a parlé des joueurs à l'offensive du côté de Sorel. À la défensive, il y a d'excellents défenseurs du côté des Rebelles. On a vanté les mérites des attaquants, mais j'ai envie de donner beaucoup de crédit à des joueurs comme Liam Arpin, défenseur Rémi Coussa qui joue d'excellentes minutes pour sa formation. Et c'est des joueurs qui sont constamment amenés à jouer à la ligne bleue. D'Éric Messier, pour l'instant, ils ont été excellents. Maintenant, du côté du Boomerang, on a une équipe qui aurait été en mesure de mettre énormément de pression sur les filons. Une équipe qui n'aura jamais perdu 2 matchs de suite durant la saison et on a été en mesure de le faire. Donc, je m'attends à une série qui va être très, très longue, une série qui va être très physique, puis ça va jouer vraiment sur les unités spéciales, comme Tristan l'a mentionné. On a une force de frappe, on a été très opportuniste du côté du Boomerang. On se devra, par contre, d'encore une fois, limiter les occasions de l'adversaire. Même chose du côté des Rebelles, parce qu'on aura payé le prix à maintes et maintes reprises face aux Lions. De mon côté, j'ai envie d'avantager les Rebelles en 5. C'est un classique. Le Boomerang face aux Rebelles, quoi demander de mieux pour les fervents amateurs du hockey collégial? Ça va être une série que je suive de très près. J'ai envie, Tristan, qui va avoir la chance d'écrire certains matchs de cette série-là. Puis je salue aussi nos collègues du côté de Sorel-Tracy qui font d'excellent travail. Je pense qu'on a 2 équipes de diffusion qui vont faire
du travail impeccable pour vous permettre de bien voir ces matchs-là d'où que vous soyez. Ah, puis on le suit pas toujours assez souvent, justement, à quel point. Puis Denzel, t'en fais partie toi aussi de ces groupes-là avec les Griffons de l'Outaouais, mais la qualité des descriptions. Les Lions de Champlain-Saint-Laurent sont une très belle équipe aussi qu'on salue. Donc, ces endroits-là là, où on a la chance d'avoir de la bonne description, ça aide tellement à apprécier encore davantage quand on peut regarder les matchs à distance. Donc, merci. C'est une parenthèse qui vaut la peine là, d'ouvrir. Je pense notamment à Rémi Meunier du côté de Champlain-Lennoxville qui fait le tour de la Ligue. Et qui fait du football aussi, qui fait un paquet d'autres choses, qui a fait du hockey féminin quand Champlain est éliminé. Là, oui. Et Rémi Meunier, Mario Royer du côté de Thetford, je pense à l'équipe de diffusion de Champlain-Saint-Laurent également. Guillaume Larivière avec Richard Farley du côté de Sorel. Alexandre Lanctot, mon ami du côté de Saint-Laurent et plusieurs autres. Là, c'est avec un très, très grand plaisir que nous commentons ces matchs-là. Et juste pour la petite parenthèse, messieurs, ma première finale que j'ai décrite était en 2018 et c'était contre Lionel Groulx, des rivaux. Et là, maintenant, j'ai l'occasion de décrire une deuxième finale encore contre des rivaux. Alors, ça va être excitant, ça va être plaisant et j'ai bien hâte de voir le tout. Mais une chose est certaine, pour le monsieur, madame, tout le monde, si vous avez l'occasion de vous déplacer au Centre Gadebois ou au Colisée Cardin, faites-le parce que le spectacle sera absolument là, fantastique pour les 2 prochaines semaines. Puis, Tristan, ta position fait en sorte que tu n'iras pas dans les détails, puis c'est très correct et compréhensible. Je ne veux pas t'amener là, mais moi, je vais me le permettre. Il y a un niveau de rivalité qui est très élevé entre ces deux organisations-là. Oui, du respect, c'est correct, mais il y a quand même un historique. Tu l'as mentionné, ces deux équipes originales, dont les entraîneurs sont là depuis les tout débuts. Fait qu'il y a un historique. Je ne parle pas nécessairement qu'il y a de la vieille rancœur ou quoi. On n'est pas obligé d'aller là. Là, c'est pas ça. Mais il y a les joueurs ont appris avec le temps à disons, embrasser ces rivalités-là avec certaines équipes. Puis entre le Boomerang puis les Rebelles, c'est réel. Les joueurs, certains joueurs m'en ont parlé d'un côté comme de l'autre. Il y a une forme de je ne vais pas aller jusqu'à haine, mais oui, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais il y a une animosité. Une animosité, on va le dire comme ça. Une animosité qui est là, puis on s'en nourrit. On a hâte de jouer parce qu'on le sait que les émotions vont être là. Oui, c'est une finale, mais aller la jouer contre une équipe qui est rivale comme ça, où est-ce qu'il y a un historique, où est-ce qu'il y a des choses qui... Il y a des affaires dont on se rappelle un peu plus quand ça vient de certaines personnes que quand ça vient d'autres. Pour le Boomerang et pour les Rebelles, quand ça vient de l'autre, ça a une valeur spéciale. Donc, aller régler tout ça dans une grande finale, ça va rajouter plus que du sel, là, ça va rajouter du piment de Cayenne dans cette série-là. Donc, franchement, ça vaut la peine d'aller voir ça, en espérant évidemment que tout reste dans les règles de l'art. Puis, je suis persuadé que les coachs vont s'assurer que ce soit ça, parce qu'à la fin, ça reste que c'est le hockey qui va déterminer si lequel gagne, puis on veut gagner, on veut pas gagner on veut gagner au point T, non au point G. Donc, ceci dit, là, on va assister à une grande finale, j'en suis persuadé, peu importe le nombre de matchs. J'espère que ça se rende à 5, juste pour le plaisir d'avoir 5 matchs de ce niveau-là. Ça va être franchement excellent. Moi, de mon bord, je vais donner un petit avantage aux Rebelles de Sorel-Tracy, à cause de ce talent-là et cette expérience-là. Il y a des joueurs là-dedans, puis Léo Saint-Michel notamment me mentionnait à quel point ils ont appris à perdre ces matchs-là, ils ont appris à avoir la déception, puis ce qui fait que ils savent, là, puis ils savent que c'est le moment. Les autres aussi le savent en passant. Je sais que les gars du Boomerang le savent. C'est pas une question de rationaliser l'affaire, c'est une question vraiment de l'avoir vécu, d'être rendu là. Et on l'a souvent mentionné dans bien des sports. Des fois, il faut avoir frappé le mur pour savoir c'est quoi que ça prend pour passer à travers. Les Rebelles l'ont vécu. Pas les Rebelles. Oui, les Rebelles l'ont vécu. Donc, je pense que ça a aidé d'ailleurs à aller chercher cette demi-finale-là malgré l'adversité. Donc, ils sont prêts. Mais le Boomerang va vendre tellement chèrement sa peau. Le Boomerang a tellement démontré qu'ils n'ont peur de rien. On le répète, ils ont battu les
grands champions de la saison, les Filons de Thetford, et ils n'ont rien passé proche de voler dans cette série-là. Ils ont amplement mérité ça. Et auparavant, on l'oublie, mais auparavant, ils se sont débarrassés d'une bête noire qui était une bête noire pendant la saison. Donc, franchement, ils ont joué des très, très belles séries. Fait que j'aurais aucune surprise si je voyais le Boomerang gagner cette série-là. Ça va être fantastique. Très hâte. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, les boys, pour ton nombre de matchs, Philippe? tout ça. Mon nombre de matchs, je vais y aller en 5 juste parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai le goût que ça dure en 5. Mais, tu sais, ça vaut ce que ça vaut, mes prédictions jusqu'à date. Hein? Je n'irai même pas essayer d'évaluer combien j'ai, qu'est-ce que j'ai eu. Fait que c'est pour le plaisir de la faire, pas pour les bragging rights parce que c'est pas moi qui les ai. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, les gars, pour finaliser le tout? Non, tout a été dit. Je pense pas. Ça va être. Je risque à dropper la POC. Ça commence bien, Tristan, tu avais l'information? Donc, ça commence là, dimanche le 21 du côté du Colisée Cardin à 16h. Là, j'ai l'horaire devant moi. Donc, ça va commencer 16h, oui, dimanche le 21 au Colisée Cardin, 16h. Samedi le 27 à Silvio Manta, 19h30. Dimanche le 28, match 3 au Colisée Cardin à 16h. Et s'il y a match 4, vendredi 3 mai, au Centre Gadebois, 19h30. Et puis, le match ultime, s'il y a lieu, c'est le match 5, le 5 mai, au Colisée Cardin, un dimanche, encore une fois, à 16h. Merci, Tristan. Merci, Denzel. On se reparle la semaine prochaine. On va avoir juste un match de jouer, mais peut-être qu'on va avoir un paquet d'histoires à raconter parce que c'est ça, les matchs rebelles, Boomerang, c'est des histoires à raconter. Très hâte de vous reparler. Merci beaucoup pour vos analyses, les gars. Bien hâte de voir qu'est-ce qui va réellement se passer. Salut. Salut tout le monde. Toujours un plaisir. Bonjour Léa, comment vas-tu? Salut, ça va bien, merci. Toi? Oh, ça va très bien, ça va très bien. On vient de finir là, la saison de hockey féminin. Bien évidemment, au niveau de ce qui se passe ce qui est relié à l'académique, évidemment, il y a tout le temps un paquet de choses, ça finit jamais tout ça. Mais championnat collégial, division 1, c'est terminé. Grosse victoire des Titans du Cégep de Limoilou qui l'emportent dimanche 5-1 pour comme faire la série sur le Sunday, tout ça, mais ça empêche que malgré ce match-là qui se termine 5-1, le reste du temps, on a eu une série ultra serrée, ultra intéressante. Ça a vraiment juste pris le dernier match où est-ce que les Titans ont trouvé le moyen de prendre les devants puis décoller avec ça. Une grosse performance, notamment d'Éloïse Caron qui marque 3 buts dans ce match-là. Puis Alexandra Giguère, il ne faut pas l'oublier, 3 passes. Oui, les Canons de Limoilou ont décidé de prendre ça en main, puis les autres ont décidé que ça se terminait là, la série. Donc, écoute, 3 buts d'Éloïse Caron avec des passes d'Alexandra Giguère. Il n'y a rien de surprenant là de leur côté. Ça a été les meilleures joueuses depuis le début de la saison du côté des Titans. Donc, ils ont continué là, à jouer de la façon qu'ils jouaient puis à être dominantes. Puis, en bout de ligne, ça a été payant pour les Titans. Là. Exactement. Puis, je vais faire quelque chose que je fais rarement. J'avais fait un montage, justement. J'étais allé chercher les 3 buts d'Éloïse Caron dans ce match-là. On va les regarder ensemble. Ça donne ce que ça donne parce qu'évidemment, les caméras, on a une caméra qui essaie de suivre. Mais ceci dit, ceux qui n'ont pas vu ces buts-là, je pense que ça mérite d'être vu. C'est 3 très beaux buts. Donc, j'invite à regarder ça. Prenez les prochaines secondes puis on en reparle. L'enclave, c'était pour la longue. Bon joueur défensif. J'aurais préféré un tir. On ira d'une contre-attaque avec Giguère. Giguère qui tente de déborder la défensive. On revient vers l'intérieur du revers et on marque. Ondel qui reprend défensive. Et relance maintenant de Fontaine qui remet du côté gauche. Un tir et marque! Tir frappé. Et on vient déjouer la gardienne sur cette relance en territoire neutre. Les Titans qui prennent les devants 3-1. On revient au centre. Dégagement qui est complété. Attention, on va venir défier la gardienne. On s'amène un tir et marque! Et bien vu en désavantage numérique de Caron. Et ça, ça devrait sceller l'issue de ce match.
Et ça a effectivement scellé l'issue de ce match. Je veux revenir là-dessus parce qu'on voit dans ces 3 buts-là 3 manières de marquer des buts d'Héloïse Caron. Oui, Alexandra Giguère a été impliquée, mais son premier but, une superbe feinte en avant de la gardienne. Il n'y avait pas tant d'espace que ça pour jouer, faire cette feinte-là. Oui, elle est seule devant, mais ça prend quand même du talent pour être capable de ramener la rondelle comme elle l'a fait, mettre ça dans le but. Le deuxième but, quel tir! Écoute, là, ça n'a rien à voir avec du collégial. Le rendu là, c'est des tirs de très haut calibre. Ça prend toute une gardienne. Je ne sais pas si une gardienne. À un moment donné, un tir est parfait. C'était ça, faire sauter la bouteille. Puis le troisième, en désavantage numérique, en échappé comme ça. Quelle joueuse talentueuse, c'était vraiment spécial. Puis, je tiens à en parler parce qu'on a tellement mis d'emphase pendant la saison à parler du gros trio de John Abbott. Puis oui, on mentionnait Héloïse, comme on en a mentionné d'autres pendant la saison, mais Héloïse Caron, puis justement un peu ce que tu disais tantôt, les gros canons, en fait, elle et Alexandra Giguère, qui ont été capables de vraiment jouer coup pour coup. Puis plus que ça, ont pris le contrôle de cette série-là. C'est elles qui ont été vraiment, vraiment les productrices de points les plus importantes des 2 équipes au total. Oui, ben, comme tu dis, Héloïse, c'est une joueuse exceptionnelle, vraiment. Je pense qu'on a été vraiment choyés cette saison dans le circuit collégial, la qualité des joueuses qu'on avait. Oui, on a parlé souvent des joueuses de John Abbott, mais Héloïse Caron, c'est une joueuse d'exception. Vraiment, je pense à Alexandra Giguère, aux défenseurs Roselle Breton, Daphné Boutin du côté de Lennoxville. Vraiment, on a eu une belle qualité de joueuse cette année. Puis je pense qu'on peut s'en réjouir. Tu parles des 3 buts d'Héloïse Caron qui sont marqués de manière totalement différente. Je pense que c'est ce qui fait qu'elle est une joueuse aussi dominante, c'est qu'elle est capable de trouver le fond du filet, peu importe la position dans laquelle elle est placée. Normalement, je me souviens avant la série contre Limoilou, on avait fait un peu de vidéo avec Jeanne, notre gardienne, puis on avait remarqué qu'Héloïse avait souvent tendance à partir en échappée, d'aller mettre ça sur son revers. Mais là, on l'a vu sur la séquence qu'elle a pas besoin de mettre ça sur son revers pour marquer des buts. Là. Fait que c'est sûr que ça a fait d'elle une joueuse qui est encore plus dominante. On l'a dit, les meilleures joueuses de Limoilou ont été les meilleures au courant de la série, puis c'est eux qui sont sortis gagnantes de ce match, du match et de la série au complet. Non, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est une belle série encore une fois, puis d'année en année, puis là, c'est la deuxième année qu'on se parle, qu'on finit la deuxième année ensemble, puis on va continuer de se parler l'an prochain, puis mais tu sais, on le voit, tu l'as mentionné, garde Héloïse Caron, le gros trio à John Abbott, puis on a nommé d'autres joueuses. L'année passée, ben, c'était Émilie Lucier, c'était Gabrielle Santerre. L'an prochain, ça va être d'autres parce que, bon, Héloïse notamment, s'en va jouer à l'université aux États-Unis. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai faite avec Héloïse Caron, qui est l'entrevue de la semaine. À la fin du présent podcast, elle nous raconte justement pourquoi elle a fait cette décision-là. Elle a pris cette décision-là. Ça a été quoi le cheminement en arrière de tout ça. Et bref, ses plans pour l'avenir. Fait que très intéressant, une fille super sympathique. Donc, mais c'est qu'on va découvrir, puis on va continuer de découvrir des bonnes joueuses. Il y en a. Et tu as mentionné, tu sais, c'est une joueuse exceptionnelle, mais il y en a d'autres qu'on va voir. Puis avec le temps, c'est de voir l'avenir ou la relève au niveau des équipes nationales, puis au niveau des équipes, bien évidemment universitaires, mais nationales, puis même chez les professionnels. Tu sais, c'est des filles qui vont se rendre à ces niveaux-là, en tout cas possiblement. Oui, puis, tu sais, moi, j'ai passé le week-end passé, ben moi, tous les entraîneurs collégiales, parce que je les ai tous vus. On a passé le week-end aux championnats provinciaux aussi qui avaient lieu à Dollard-des-Ormeaux. Puis, tu sais, la relève est là. Je pense à l'équipe de l'Outaouais qui est l'équipe championne. Là, ils ont du talent dans cette équipe-là. C'est impressionnant. Là, leurs 2 meilleurs pointeurs s'en vont à Lennoxville. Donc, c'est des joueurs qui vont s'ajouter déjà à une équipe assez puissante. Mais tu sais, ça va être intéressant de continuer à suivre ces joueuses-là, de voir leur progression au niveau collégial. Puis tu sais, ici, on a cette chance-là d'avoir 2-3 ans avant l'université pour permettre aux joueuses de se développer encore plus, puis
de se peaufiner pour, comme Héloïse, arriver à l'université peut-être un petit peu plus vieille que les Américaines, mais vraiment avoir progressé dans ces années-là, puis arriver là, puis être prête à dominer déjà en partant, là. Ah, exactement. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant aussi que tu parles, évidemment, parce que c'est votre bassin de recrutement, là, comme tu disais, tu parlais de championnats provinciaux, mais de voir ce qui s'en vient, parce que je l'ai écrit il y a quelques semaines. Le RSEQ, c'est les gens du RSEQ, du secteur hockey, se sont assis ensemble pour regarder et établir un plan de match pour la suite, pour l'avenir du développement du hockey, bien évidemment, dans leur carré de sable à eux qui est à l'intérieur des murs des écoles. Mais, tu sais, c'est établi qu'il y a un intérêt à vouloir faire développer les choses. Puis au hockey féminin, la grosse affaire, c'est le bassin, justement. C'est essayer de développer le bassin, c'est de se dire, ben écoute, oui, effectivement, il y a, là, ça va être ça, la Ligue en plus universitaire va être ça, il n'y a que 4 équipes universitaires. Il y a là, on va être rendu à 12 équipes collégiales en D1, D2, mais est-ce qu'il y a un bassin pour continuer de nourrir tout ça? Puis il faut s'assurer que s'il y en a un qui continue de grossir, là, ce bassin-là, parce que c'est bien beau de dire oui, on perd 2 équipes universitaires, on les remplace par qui? Puis qui va aller jouer dans ces équipes-là? Même chose collégiale, regarde, il faut enlever une équipe, il a fallu enlever une équipe du D1 pour s'assurer que le niveau est assez élevé pour tout le monde. Puis, tu sais, c'est vraiment les meilleurs qui sont en Division 1 puis qu'elles puissent jouer ensemble, que ce ne soit pas trop dilué. On a besoin de ce bassin-là. Il y a des gens au RSEQ qui veulent travailler là-dessus. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as entendu parler un peu de plan ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose d'important à faire là-dedans. Et là, on voit le haut de la pyramide, mais il faut travailler sur le bas, puis il y a beaucoup de choses à faire là, en ce moment. Oui, comme tu dis, il faut travailler dans le bas de la pyramide. Pour moi, c'est la priorité. Je pense que c'est une question de temps avant que notre bassin explose. On est encore loin du 45 000 de l'Ontario. Mais on est rendu autour de entre 7 et 8 000, d'après moi, là, les derniers chiffres que j'avais vus au hockey féminin au Québec. Donc, ça augmente tranquillement, mais je pense qu'avec la Ligue professionnelle qui a fait ses débuts, c'est une question de temps vraiment avant que ça débloque pour de bon au niveau du bassin puis que ça continue à augmenter. Puis, tu sais, je pense qu'il va falloir être prêt quand ce bassin-là va augmenter à les accueillir. Donc, c'est pour ça je disais que pour moi, la priorité, c'est le bas de la pyramide pour vraiment stabiliser les associations, les organisations pour être prêt à accueillir ce bassin-là qui devrait se faire dans les prochaines années, là. Est-ce que, justement, toi, tu le vois quand, ne serait-ce qu'en faisant du recrutement ou en jasant avec le monde dans le milieu, est-ce que tu vois ça, ces très jeunes filles-là qui arrivent puis qui ont le goût de continuer? Parce que, tu sais, je sais que ça a été un élément, exemple, quand tu arrives au secondaire, tu sais, avant ça, tu joues avec les gars, mais à un moment donné, quand tu arrives au secondaire, c'est des âges particuliers, ne serait-ce, bon, puberté, ta gang d'amis, bon, si t'es une fille, c'est souvent, il y a plus de filles dans ta gang. Tu sais, il y a quelque chose, puis les gars, c'est la même affaire en passant, mais tu sais, il y a quelque chose qui se crée, fait que si... pour les gars, c'est pas pire. J'ai tout le temps une assez grosse gang de gars pour jouer au hockey. Les filles, ça a tout le temps été un problème. Fait qu'à un moment donné, tu n'as plus nécessairement le goût de jouer avec des gars. Il y a vraiment juste les purs passionnés qui continuent. Fait que ça a été un problème. Est-ce que tu le vois tranquillement, pas vite, que ça se place, qu'il y a des équipes de filles à tous les niveaux, puis éventuellement des vraies ligues de filles qui ne font pas que, même si tu as 11 ans, il faut que tu traverses le Québec au complet, c'est de te trouver 3-4 concurrents. J'exagère un peu, mais c'est à quel point là, tu vois une amélioration toi, de ce côté-là? Bien, c'est sûr que, moi, j'ai la région de Laval, donc j'ai grandi dans l'association de Laval-Montréal, où on avait un bassin de joueuses très faible. Là, je me souviens de me présenter à des camps d'entraînement, autant comme joueuse que comme entraîneur, puis d'avoir presque pas de filles à couper parce qu'on n'avait juste pas de joueuses. Là, on le voit qu'il y en a de plus en plus. La preuve, c'est que notre structure des Amazones, donc c'est l'élite, le 3, ça fait 2 ans consécutifs qu'ils gagnent le championnat provincial dans la catégorie M13. Donc, on n'aurait jamais envisagé ça dans mes années. Laval-Montréal était toujours très faible parce que, justement, on n'avait pas de bassin. Là, les bassins augmentent. Nos équipes commencent à performer. Donc, ça paraît. Si je prends mon équipe des Jeux du Québec, qui était la région de Montréal, on avait beaucoup de joueuses qui jouaient avec les garçons. Puis,
dans leur meeting de fin de tournoi, on leur a tous posé la question aux joueurs, c'est est-ce que vous envisagez faire le saut féminin prochainement? Puis je te dirais que la majorité ont considéré. Est-ce qu'ils vont le faire? J'ai hâte de voir les inscriptions à l'automne, mais je pense que là, le hockey féminin se solidifie. Encore une fois, la ligue professionnelle, ça amène ça amène que les gens voient ça puis ont un objectif. Donc, je pense que de plus en plus, on va être capable de rapatrier les filles pour jouer avec les filles. Tu sais, je pense, on parlait de l'Ontario tantôt avec leurs 45 000 inscriptions. Il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent avec les gars, là. Les filles jouent avec les filles, les gars jouent avec les gars, puis ils réussissent à performer dans les plus hauts niveaux. Tu sais, on regarde les résultats dans les derniers championnats canadiens, les filles qui percent l'équipe nationale. L'Ontario performe très bien, puis il n'y a pas grand filles qui jouent avec les gars. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est surtout dans la région de Montréal qu'on a été travaillé beaucoup, continue à être travaillé, mais là, ça va être de voir comment on peut aller chercher ces filles-là qui jouent avec les gars, les ramener dans les bassins féminins ailleurs dans les régions. Parce que c'est vrai, comme tu disais, il y en a qui doivent faire beaucoup de routes. Là. Tu sais, je pense aux filles dans le bas du fleuve, là, eux autres, ils en font de la route. Là. Ils ont des équipes, on les voit seulement dans quelques tournois. Je les ai vus au championnat provincial, là, leur équipe M18 2A, M15 2A. Ils étaient là, ils ont des bonnes joueuses, mais c'est juste que de jouer en saison avec cette équipe-là, ça devient trop difficile pour eux. Tu sais, la fille qui doit jouer des matchs à Rivière-du-Loup, mais qui habite en Gaspésie, c'est beaucoup trop loin pour une saison régulière. Donc là, ça va être de trouver un moyen de rendre le hockey féminin accessible vraiment dans toutes les régions plus éloignées. J'ai espoir que ça va venir, mais c'est sûr que le voyagement, ça rend ça compliqué, là. Non, puis c'est ça, puis veut pas, puis ça, peu importe le sport, mais on le voit avec ça, c'est que, tu sais, l'élite qui a le goût de jouer avec des gars parce qu'ils veulent maintenir tu sais, d'aller jouer avec un niveau de jeu qui est le leur, finalement, mais parce que tu n'as pas le choix de jouer avec des gars si tu veux avoir ça, parce que sinon, il reste 12 filles ou à peu près, puis tu as faire 2 équipes, fait que c'est sûr que tu n'arrives pas à maintenir un niveau, à moins d'être vraiment chanceuse puis de tomber sur une année où ça s'adonne que tout le monde a énormément de talent, mais tu sais, c'est le hasard plus que d'autres choses qui ferait quelque chose qui ferait que ça arriverait, mais en réalité, ça prend le plaisir de jouer et d'avoir une assez grosse gang pour dire OK, autant j'ai du plaisir à jouer avec ma gang, mais avec celles qui sont de mon niveau. Puis pour ça, ben, ça prend une masse pour arriver à pouvoir faire ça. Puis c'est l'enjeu, mais en tout cas, j'espère juste que justement que ce soit la ligue professionnelle, que ce soit la visibilité qu'on donne tranquillement, pas vite, de plus en plus au hockey universitaire, championnat que Concordia gagne, là, de voir des filles comme Héloïse Caron, notamment, exceller comme ça au niveau collégial. Puis je vais aller plus loin, de regarder des Caitlin Clark dominer au basket, puis faire en sorte que, non seulement elle domine au basket, ce qui est une chose, mais elle est devenue pratiquement une icône du sport. Le marketing qui est fait autour d'elle fait en sorte que le repêchage de la WNBA a été vu, un repêchage, là, on s'entend que même les gars de tel niveau, à un moment donné, c'était un repêchage juste par la fin du monde. Mais non, on a voulu regarder ça, savoir qui allait où. Au-delà de Caitlin Clark, qui allait être la première, elle a attiré quelque chose. Il y a un nouvel œil, on dirait, sur le sport féminin en général, où est-ce qu'on l'apprécie pour ce qu'il est. Puis c'est sûr que ça va finir par se transposer. Ici, veut pas, notre sport, c'est le hockey. Fait que si les filles choisissent de jouer au hockey parce qu'ils ont juste le goût d'avoir du fun, puis ils regardent ces filles-là, peu importe le sport, mais qui ont le goût de vivre ces moments-là, ou en tout cas qui sont inspirés par ça, ça peut juste aider. Oui, puis tu sais, le Canada qui a gagné le championnat du monde aussi le week-end passé, c'est des beaux modèles pour nos jeunes filles. Je me souviens quand j'étais plus jeune, le championnat du monde, si tu voulais le regarder, il fallait être sur un site Internet, puis c'était une caméra dans le fin fond de l'aréna. Il y avait juste la finale, une fois de temps en temps, qui était diffusée à la télé. Là, tous les matchs étaient diffusés. L'équipe de RDS fait un beau travail aussi avec justement des visages qui sont plus connus. Isabelle Leclerc, Daniel Sauvageau, qui sont sur le panel de ces diffusions-là. Je pense que, comme tu dis, le sport féminin a été tellement bien entretenu dans les dernières semaines.
dans tout ce qui s'est passé, autant le hockey, le basketball. C'est sûr que ça a ouvert les yeux à pas mal de monde sur le sport féminin. Je pense que c'est de plus en plus en santé, puis c'est le fun de savoir qu'on le vit en ce moment, puis qu'on est en train de tourner la page là, sur vraiment des débouchés là, dans le sport féminin. Excellent, oui, en effet. Regarde, on va continuer d'essayer de faire notre petit bout en continuant de parler de hockey féminin l'année prochaine, c'est sûr et certain. Donc, j'ai bien hâte d'en reparler. On va peut-être s'arranger pour se reparler entre-temps, se faire un petit touch point une fois de temps en temps, juste pour savoir qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe un peu partout. Mais regarde, d'ici là, j'espère que les gens ont apprécié, autant que moi, ta collaboration puis la couverture qu'on a faite du hockey universitaire collégial cette année. Franchement, c'est un grand plaisir de te jaser toutes les semaines. Fait que merci énormément pour ta collaboration cette saison, puis j'apprécie, puis j'espère, parce que là, je prends pour acquis que tu vas être là, parce que je t'offre d'y être, mais j'espère que tu vas y être là encore. Merci, Phil. Merci de prendre le temps de mettre de l'avant notre hockey collégial, notre hockey féminin universitaire. Si c'était pas de toi, on entendrait pas mal moins parler, je suis convaincue. Fait que merci de le mettre de l'avant, puis certainement qu'on va se reparler la saison prochaine. Puis avant de finir, on a parlé des Titans tantôt, mais on les a pas félicités. Là. Je voulais féliciter les Titans du Cégep Limoilou pour leur victoire championnat de la saison régulière, championnat des séries. Bravo aux Highlanders de John Abbott aussi pour leur performance. Là. 2 super belles équipes qui nous ont tenus excités jusqu'à la fin. Et bravo à ces 2 coachs-là, puis on pourrait dire à tous les coachs, là, mais Pascal Dufresne, Noémie Marin, là, franchement, des coachs fantastiques qui, année après année, nous préparent et nous organisent des équipes qui nous donnent toujours du beau spectacle. Donc, un gros merci pour ça aussi à ces personnes-là qui encadrent nos belles athlètes. Oui, exactement. 2 des meilleurs dans la discipline. Donc, c'est le fun de les voir performer comme ça. Là. Puis des Léa McIntyre aussi avec les Blues de Dawson. Un gros merci, Léa. Puis écoute, à très bientôt. Puis pour ceux qui nous écoutent, à l'an prochain pour le hockey féminin. Bye bye. Bon été. On est rendu là. On est rendu là. Salut. Alors, entrevue de la semaine cette semaine, je suis très content de recevoir la joueuse qui a marqué un tour du chapeau, qui a inscrit un tour du chapeau dans la victoire ultime du championnat provincial, le championnat RSEQ en hockey collégial, Division 1, des Titans de Limoilou, Héloïse Caron. Salut Héloïse. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Très bien, merci. Et toi? Ça va super. J'imagine, après une performance comme ça, là, c'est arrivé en fin de semaine, puis évidemment, avec la plupart des championnats qui sont finis depuis quelques semaines dans les différents sports, il y a beaucoup d'emphase qui a été mis sur le hockey collégial. Et on attendait une super bonne finale. On a eu une super bonne finale, mais finir ça comme ça, avec une victoire de 5-1 de même et un tour du chapeau, t'attendais ce moment-là pour mettre la cerise sur le Sunday? C'est ça. Non, je pense que c'était vraiment une bonne finale. Les 2 équipes, c'était des très bonnes équipes. Puis, on voulait finir ça en force. Là, fait que 5-1, c'était vraiment le fun. Là, ouais. Oui, justement, il y avait quand même, comment je dirais, avec John Abbott qui avait gagné 2 derniers championnats, ce qui était déjà une chose. Mais elles avaient un trio au niveau offensif extrêmement dangereux. Toute l'année, ils ont été là. C'était les filles qui étaient au sommet du classement. Tu as terminé 4e du classement des compteuses parce que tu es en arrière d'elles, notamment. À quel point, justement, il y avait une concentration sur ce trio-là? J'imagine que c'est une évidence, là, évidemment, qu'il fallait mettre de l'emphase sur ce trio-là. Mais pour vous, est-ce que les Highlanders de John Abbott, c'était « faut arrêter ce trio-là » puis comment y arriver, ou ça restait quand même, il y a autre chose là, dans cette équipe? Je pense qu'ils sont un trio dominant. Là, on l'a vu durant toute la saison. Là, c'est 3 très bonnes joueuses. Puis je pense que le premier match, on s'est vraiment trop concentré sur eux. Puis c'est là qu'on l'a échappé. Fait que je pense que on avait aussi beaucoup de talent. Nous, on avait aussi des bonnes joueuses. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé dans les 3 autres matchs. Là, on s'est plus concentré sur nous que sur eux. Puis je pense que c'est ça qui a porté fruit. Là. Je pense que oui, quand ils sont sur la glace, il faut regarder, il faut les checker. Mais sinon, se concentrer sur nous aussi,
c'était mieux que le premier match qu'on l'a échappé. Là. Puis c'est ça aussi, puis peut-être justement du fait qu'on voyait toujours ces 3 filles-là toute l'année. Je ne veux pas dire qu'on a oublié, parce qu'on le savait qu'il y avait des bonnes joueuses ailleurs, mais même nous, en tant qu'observateurs, il y avait quelque chose à mettre l'emphase sur ce trio-là. Mais vous n'aviez aucune raison d'avoir des appréhensions, quoi que ce soit. Avec toi notamment, Alexandra Giguère, les deux ensemble, vous avez amassé en masse de points pour contrer ou en tout cas répliquer au trio. Donc, est-ce que justement, puis on pouvait s'en attendre, on avait vu pendant la saison vos matchs, mais est-ce que vous sentiez, toi, Alexandra, peut-être les autres, que fallait être capable justement de répondre, puis est-ce que ça mettait une pression de dire, OK, on le sait qu'ils vont marquer des buts, nous autres aussi, il faut le faire. Comment vous l'avez vu, ça? Ben, tu sais, je pense que justement, tous nos matchs contre eux cette année, là, ça a fini des gros scores, 7-6, 6-5. Fait qu'on savait que ça allait être des matchs offensifs puis qu'il fallait sortir forte là-dessus. Mais je pense pas que moi et Alex, on savait que oui, il fallait donner un push offensif, mais je pense pas qu'on se mettait tant de pression là-dessus. Je pense que au fond, on voulait juste la bannière puis les points, tu sais, ça allait passer après, mais c'est sûr qu'au fond de notre tête, tu sais, on savait qu'il fallait marquer des buts pour gagner ces matchs-là, c'est sûr. Est-ce que vous espériez jouer contre Lennox ou ça faisait pas... Je sais que c'est pas politically correct de choisir son adversaire, mais est-ce qu'il y avait en fait, aviez-vous une préférence un peu malgré tout là, d'adversaire pour la finale? Je pense pas qu'on avait de préférence. Moi, j'aurais aimé mieux peut-être jouer contre Lennox. L'aréna est un peu plus belle. On a un peu plus... tu sais, un team aussi dans l'aréna, sûr c'est le fun, là, mais sinon, honnêtement, les deux équipes, je pense qu'on aurait été autant prêtes. Là. Ça a été une grosse saison pour les Titans, évidemment, parce que là, vous avez été championne, mais vous étiez première au classement pendant la saison. Bon, vous avez battu Dawson en demi-finale de manière assez claire. Vous aviez le gros événement, le gros match-up en finale. Mais avant que la saison commence, c'était pas nécessairement établi que les Titans, vous alliez dominer la saison, vous alliez être clairement en avant, parce que tout le temps, les deux autres équipes dont je faisais mention. Qu'est-ce qui est arrivé pendant l'année qui a fait que vous avez senti votre équipe là, vraiment prendre ses marques puis vraiment se stabiliser et dire OK, on est la meilleure équipe cette année? Ben, je pense que aussi, on avait beaucoup de recrues cette année. Là. Il y avait beaucoup de joueurs qui partaient l'année passée, puis il fallait établir de nouvelles bases là, dans le fond. Puis je pense que ça l'a aidé un peu aussi à tout se reconcentrer sur la même chose, puis dire OK, on a un but, on veut le championnat, on veut la première place. Donc, je pense que on avait tout un but commun, puis peu importe ce qui se passait, on trouvait le moyen de gagner. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit OK, on y va all-in. Là, ouais. Toi, personnellement, avais-tu un rôle que tu te donnais de jouer? Parce que oui, j'ai compris que l'année passée, tu avais une moyenne d'un point par match. Cette année, tu es arrivé, tu as comme doublé ce niveau de production-là. En éliminatoire, c'est un autre coche encore. Je pense que tu as 18 points en 7 matchs. Il y a ta production, c'est une chose. J'ai lu dans un article, oui, tu t'étais préparé justement pendant la saison morte parce que tu voulais continuer de t'améliorer. Il y avait ça. Mais est-ce que, justement, tu t'étais préparé du fait que tu te voyais avoir un rôle plus important à jouer dans une équipe comme ça où il y allait avoir beaucoup de recrues? Ben ça, je pense que, vu qu'on était beaucoup de recrues en tant que deuxième année, j'essayais d'être là aussi par ma production, essayer de montrer l'exemple un peu. Puis je pense que, veux pas, je pense que les filles me regardaient un peu comme ça, puis j'ai essayé de montrer l'exemple comme ça. Puis, comme tu l'as dit, je me suis vraiment préparée pour cette saison-là, puis je voulais laisser ma marque, c'est ça. Donc, je pense que c'est comme ça que je le voyais un peu cette saison-ci. Est-ce que le fait d'avoir été une championne du monde U18 avec Équipe Canada te mettait une pression de vouloir performer ou tout simplement au contraire, ça t'a amené plus loin et ça t'a bâti ta confiance? Comment cette expérience-là a eu un impact sur toi? Je pense qu'en revenant l'année passée, j'avais une petite pression que je me mettais moi-même. Là. Je me disais, qui était allé là, il faut que tu te prouves des affaires dans le collégial. Mais je pense que justement, cet été, j'ai compris que on s'en fout, peu importe que tu comptes ou pas. Je pense que j'ai un peu relâché la pression. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi cette année à avoir une meilleure saison. Que peu importe ce qui arrive, ça va être correct. Puis tu t'amuses, puis tu as du fun. C'est ça l'important.
en début de saison, il était arrivé ou il est arrivé quelques situations où est-ce que tu as été suspendu pour des écarts quelconques que je ne connais pas. Je ne sais pas si tu veux nous les raconter, nous les expliquer. Quel impact ça a eu, ça, justement, sur toi? Puis, en passant, je le dis, je le mentionne, mais je sais aussi que tes coachs sont très, très, très contents de comment tu t'es relevé de ces situations-là. Puis, on dit, OK, Pascal Dufresne, pour ne pas le nommer, qui me disait, elle a géré ça ultra bien, puis le reste de son année était exemplaire. Toi, justement, pour que tes coachs te voient ça comme pour que tu en arrives à devenir exemplaire à ce niveau-là, comment tu as vécu ces moments-là? Qu'est-ce que ça a changé? C'est ça, j'ai une suspension à l'interne, puis je pense que ça m'a aidé aussi à aller chercher, mettons, de l'aide des psychologues. Tu sais, je pense que je suis très impulsive sur la patinoire quand il arrive des trucs, donc c'est pas la meilleure chose. Donc, je pense qu'aller chercher ces outils-là aussi vont m'aider aussi dans mon parcours. Puis je pense que c'était la bonne chose à faire, puis c'est ça qui m'a aidé à un peu relâcher la pression aussi, là, puis faire c'est correct, là, c'est pas grave, là, ça va aller. Puis je pense que ça a été une bonne chose au final, là. Tu parles d'impulsivité. Est-ce que justement, parce que, tu sais, tu es encore très jeune, puis il y a de la maturité là-dedans, puis des fois, on parle à des gens qui performent bien, puis on les voit quasiment comme du monde qui ont 40 ans, qui devraient avoir tout, tout compris, un paquet d'affaires, puis au bout du compte, il y a un élément de, tu sais, vous grandissez, vous apprenez aussi un paquet de choses sur vous-même, puis ça, d'avoir du monde qui te voit, avoir quelqu'un qui se fait chicaner en classe, qui a juste ses parents qui le savent, c'est une chose, mais avoir des gens qui sont des inconnus pour toi, comme moi, par exemple, qui t'en parlent, est-ce que ça fait en sorte que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, justement, la pression est plus grande, ou en tout cas, est-ce que tu ressens un effet de dire qu'est-ce que le monde va en dire, ou à l'inverse, hey, le monde va être fier de moi? Comment tu gères cet aspect-là? Je pense pas que, mettons, quand il arrive quelque chose de bien, je suis genre, là, les gens vont être fiers de moi. Je pense plus que quand il arrive quelque chose de mal, là, je sais que tous les yeux sont sur moi parce qu'il est déjà arrivé des affaires. Fait que je pense que c'est de même que je le vois plus, là, puis que je sais que je suis un peu regardée comme ça, là. Fait que j'essaie de garder ça low-key un peu, là, sur la glace, être plus calme, puis, faire mes affaires, mais je pense que j'essaie de pas trop m'en faire avec ça, mais c'est sûr que s'il arrive quelque chose, là, je sais que ça va jaser un peu partout, là. Puis justement, travailler avec quelqu'un au niveau de psychologique, est-ce que c'est d'apprendre à justement à être plus calme, ou c'est en même temps aussi apprendre à vivre avec le fait que, regarde, je vais faire des erreurs, puis il faut aussi l'accepter, puis c'est pas la fin du monde? Ouais, c'est ça. Les deux, là, je pense que, tu sais, contrôler si tu peux contrôler, puis laisser faire ce qui n'est pas de ton contrôle ailleurs, là, c'est vraiment ça, ouais. Là, grosse saison, tu viens. On a parlé du fait que tu as été avec l'équipe canadienne U18, vous avez gagné un championnat du monde, grosse saison cette année. Mais tu t'en vas là, et je pense que, dis-moi si je me trompe, dès l'année prochaine, tu t'en vas jouer aux États-Unis, à Northeastern, c'est bien ça? Oui, exact. Donc, tu as fait le choix de partir vers les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui est en toi depuis longtemps de dire un jour, je vais aller jouer dans la NCAA, ou c'est au fil du temps, les démarches t'ont amené vers ça? Comment ça s'est passé justement dans ta tête, ce cheminement-là? Je regardais vraiment les deux côtés, Canada et États-Unis, puis je pense que, tu sais, au Québec, on a vraiment des bonnes universités. Je pense à Bishop, Concordia, tu sais, c'est vraiment des universités super, mais je pense que, tu sais, avec tout ce qui s'est passé collégial, je pense que j'avais besoin de changer d'air puis de personnes un peu que je côtoyais. Tu sais, je pense que c'est ça vraiment qui m'a poussé à regarder plus vers les États-Unis. Puis quand je suis allée visiter Northeastern, j'ai vraiment tombé en amour avec la place. Là, puis je pense que je me sentais super bien là-bas. Puis je pense que c'est ça que je recherchais aussi. Donc, je pense que ça va me faire du bien d'aller là-bas. Puis c'est ça que l'environnement que j'ai ressenti là-bas, c'est ça que je recherchais vraiment. Puis quand tu dis avec ce qui s'est passé collégial, y a-tu des éléments ou quoi, tu sais, qui dit... Parce que je comprends changer d'air, ça c'est une chose, mais est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, qu'est-ce qui t'amène justement à te dire, tu as une coupure à faire par rapport à ce qui, mettons, toi au Québec, ou en tout cas dans l'environnement du hockey au Québec? C'est comme on en a parlé tantôt, là, je pense que j'ai un tempérament un peu... Fait que, tu sais, je pense que peu importe ce que je vais faire, je suis toujours un peu plus à regarder que les autres. Puis je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire. Non, ça me tente plus d'être comme ça. J'ai besoin de repartir à zéro puis de pas être vue comme Héloïse Caron, faut la watcher parce qu'elle va pogner des deux, juste plus comme la fille. Elle est bonne, tu sais, on veut la voir sur la glace. Fait qu'il y a des affaires comme ça, là, vraiment.
Fait que pour toi, il y a comme un nouveau départ à prendre du fait d'aller là parce qu'il y a une forme de page blanche dans le sens où les joueurs avec qui tu vas être ne te connaissent pas nécessairement. Donc, il y a un nouveau départ à prendre. Est-ce que aussi, parce que même depuis que tu es jeune, là, quand même, il y a du monde qui vient faire des reportages avec toi, te poser des questions ici et là. Est-ce que c'est aussi se dire, au Québec, il y a quand même un spotlight qui est là que tu as. Bon, tu le dis un peu, je pense que c'est un peu ta réponse là-dedans. Il y a la réponse là-dedans, mais il y a un spotlight que tu as besoin de plus avoir, là, ou tu vas le revoir peut-être aux États-Unis, puis il va être différent. Comment, qu'est-ce que ça joue là-dedans? Est-ce que le fait qu'il y a des gens au Québec qui suivent ce que tu fais depuis que tu es jeune, ça a justement un impact? Peu importe là, que ce soit rattaché à des affaires négatives ou à la réputation que tu peux avoir auprès d'autres joueurs, parce que ça, c'est une autre affaire. Mais le spotlight que tu as, est-ce que tu as besoin de t'en débarrasser ou c'est quelque chose qui ne te dérange pas trop? Je pense que j'aime un peu le spotlight que j'ai. Je pense que, quand c'est positif, c'est vraiment quelque chose que j'aime, me faire reconnaître, puis, avoir la reconnaissance que j'ai depuis tout jeune. Tous les gens qui me suivent, je suis vraiment contente de ça, puis que le support que j'ai tout le temps, c'est absolument merveilleux. Mais, moi, je pense que partir un peu plus loin, puis partir à nouveau, là, je pense que ça va faire du bien aussi, puis avoir une petite pause de tout, là, je pense que, ça peut pas faire de mal, mais c'est sûr que, j'aime ça faire les entrevues, j'aime ça... J'aime tout ça, là, mais c'est sûr que ça va faire du bien, c'est sûr, ouais. Tu mentionnais que quand tu es allé visiter Northeastern, tu es tombé en amour avec la place. As-tu visité beaucoup de places? Parce que j'imagine que tu as été quand même sollicité par quelques universités. En as-tu visité beaucoup? Tu avais déjà fait un tri avant de commencer? Comment ça s'est passé, tout ça? Je me suis fait contacter par plus d'une vingtaine américaines, mais j'en avais vraiment sélectionné peut-être 4-5 là, à la fin. Puis, honnêtement, j'ai juste visité Northeastern parce que c'est vraiment ça qui m'intéressait le plus. Puis c'était la première que j'allais visiter. Donc, quand je suis allée puis je me suis sentie bien, je me suis dit, OK, non, j'arrête toutes les autres démarches. C'est ici que je veux venir. Mais j'ai eu plusieurs appels avec les autres universités aussi. Je pense que ça aurait été... peut-être autant un bon choix, mais je pense que Northeastern, c'était vraiment là que je voulais aller aussi depuis tout jeune. Donc, je regardais ça. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé pour mon choix. Là. OK, c'est ça. Il y avait déjà un attachement à Northeastern pour toi. Pourquoi Northeastern, justement, c'était une place que tu visais? Dans le fond, mon frère avait fait un showcase à Boston quand il était tout jeune. Puis, on avait été visiter Northeastern. Je sais pas trop pourquoi. Là, je me rappelle pas tant. C'est un peu flou. Mais, quand ils m'ont contacté aussi, j'avais toujours suivi sur Internet leur chandail, j'y trouvais beau. Tout revenait un peu toujours à ça. Fait que quand ils m'ont contacté, c'est sûr que j'étais vraiment contente. Puis, plus j'ai appris à connaître l'université, les coachs, le groupe de joueurs, c'est là que je me suis dit, ouais, c'est vraiment la place. Là. C'était un signe depuis tout jeune. Là. Tu dis, tu as appris à connaître le groupe de joueurs. À quel point tu as eu la chance de les rencontrer ou comment ça marchait? Est-ce que déjà, quand tu as fait ta visite, il y avait déjà des rencontres avec les joueurs d'organiser? Comment ça fonctionnait? Comment ça s'est passé? Ouais, dans le fond, je suis allée une fin de semaine. Donc, j'ai eu la chance de les regarder pratiquer, de souper avec quelques-unes des joueuses. Je suis même allée dormir à les appartements d'une des filles. Donc, je pense que ça a vraiment mis un lien tout de suite. Là. Puis, c'était aussi la fin de semaine du Beanpot pour eux. Donc, ils jouaient au TD Garden, l'aréna des Bruins de Boston. Fait que, l'ambiance était super le fun. Puis, j'ai eu la chance de tous les côtoyer. Puis, ils étaient tous super gentils. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé aussi pour mon choix. Là. Et là, tu as mentionné justement, évidemment, les universités canadiennes. Puis, je vais te poser la question dans ce sens-là. Est-ce que la perception d'une Héloïse Caron ou les autres filles qui jouent avec toi aussi, parce que toi, tu as ta réalité individuelle, puis tu voulais t'en aller, tu voulais aller voir autre chose, mais est-ce qu'en ce moment, la perception est bonne par rapport au hockey universitaire canadien ou si la NCAA, c'est encore la coche de plus qui est visée? Je pense que la perception des joueurs, c'est que la NCAA, c'est encore un peu plus visé, mais je suis sûre que si tu allais dans une université canadienne, tu aurais peut-être la même visibilité. Je pense à Concordia puis Caro Ouellette derrière le banc, c'est une personne formidable puis une coach formidable. Fait que je me dis, c'est sûr qu'il peut arriver la même chose qui pourrait arriver aussi aux États-Unis, mais je pense que le fait aussi que ça redevienne à 4 équipes, ça aide pas la ligue, là, mais je suis sûre que tu as autant d'opportunités dans les deux cas, là, c'est sûr. Et là, l'université, c'est une chose. Tu vas étudier en quoi d'ailleurs? Je ne sais pas encore. Tu ne sais même pas encore? OK. Mais comment ça marche justement? Est-ce que
t'es pris en charge pour ton inscription à l'université ou c'est des affaires, oui, OK, je commit à l'université, mais je suis peut-être pas encore prise au niveau académique ou ils ont déjà tout vérifié ça, puis après ça, tu vas faire des choix. Comment cet aspect académique-là, il fonctionne? Ben, quand ils te rencontrent, mettons que les 2 premières rencontres, ils te parlent de ça, puis là, il faut que tu envoies tes relevés de notes, quelques affaires, puis là, eux, ils vont voir avec, mettons, le programme d'admission si tu pourrais être admise ou pas, puis si, mettons, il y a des critères à remplir qui manquent. Puis, tu sais, après ça, je pense que, tu sais, mettons, tu fais un sport à l'université, je pense que tu as aussi plus de chances d'être admise, donc je pense que ça aide. Puis, ben, dans le fond, en Northeastern, il faut que tu rentres à ta première année undecided, fait que comme tu vas faire un peu de tout dans tes cours, là, puis tu pourras décider après ton programme. Fait que je pense que ça aide aussi pour les gens qui sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Là. Je pense que faire un peu de tout puis voir ce que tu aimes, ça va aider pour la suite aussi. Intéressant. Et là, toi, tu viens de Saint-Hyacinthe puis tu joues à Limoilou. Est-ce que tu es déjà, j'imagine, là, à moins que ta famille ait déménagé, comment ça marche? Est-ce que tu es déjà en appartement dans le coin de Québec? Ou, ouais, je suis en appartement à Québec, ouais. Donc, ce bout-là, tu n'auras pas à t'adapter à ça, tu es déjà fait de ton bord. Oui, c'est ça. Ça va être un peu plus facile. Puis, l'encadrement qui t'offre là-bas, c'est-tu, la bouffe est fournie ou jusqu'à quel point, là, justement, il t'encadre puis il t'offre du service, disons? Ben pour moi, j'ai reçu une bourse complète. Donc, si, mettons, je vais en appartement, j'aurais tout payé, dans le fond, la bouffe, l'appart, tout. Puis, mais la première année, il faut que tu aies en résidence, dans le fond. Fait que je vais être avec une autre fille de l'équipe ou une fille d'un autre sport. Puis, dans le fond, il y a comme des maisons où tu peux aller manger, souper, puis ben, les résidences, là. Fait que c'est comme un peu tout sur le campus, fait que ça se fait bien, là. Fait que ça reste une vie assez cool que tu t'en Ouais, c'est ça. tu t'en vas vivre comment je pourrais dire, quelque chose qu'on voit dans les films, là, où est-ce que tout se passe en gang, c'est excellent. Est-ce que tu as peur d'avoir de la difficulté à rester vraiment concentré ou justement parce que tu vas être entouré de filles de hockey aussi, de l'équipe, tu penses que ça va être plus facile? Parce que ça reste que, tu sais, il y a l'élément de rassemblement de tous les élèves. Il y a une vie de campus, là, veux pas, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, tu es habitué déjà à être dans tes affaires ou non, tu es quelqu'un au contraire qui aime ça te mêler à tout ce qui se passe autour? Comment tu vas vivre ça? Non, je pense pas que, tu sais, je suis une grande sorteuse des affaires de même. Fait que je pense que je suis vraiment concentrée sur le hockey. Puis, tu sais, je m'en vais là pour le hockey aussi. Fait que je vais pas m'éparpiller un peu, là, mais je pense que, tu sais, aussi être avec une fille de hockey, là, ça va aider pour m'aider aussi la première année, là, parce que je suis pas très bonne en anglais. Fait qu'on espère que ça va aider, là. C'est intéressant. Donc, il y a un élément là-dedans aussi de je m'en vais apprendre l'anglais. Fait que c'est quand même cool d'avoir des cours où est-ce que aussi il y a un peu de tout parce que tu as le temps d'adapter ça un peu. Exact. Après, là, je saute des étapes, évidemment, mais j'ai la chance de te parler, fait que j'en profite. J'ai aussi lu que c'est un désir que tu as éventuellement de jouer professionnel, puis que c'est un objectif que tu as. Est-ce que tu as un plan de match sur qu'est-ce qui ça va te prendre pour te mener à ça? Ou tu vas suivre ce que ton coaching staff te dit à l'université, puis tu prévois que ton amélioration va venir de là? Ou vraiment tu as un plan établi qui, comment je pourrais dire, qui inclut ça, mais qui est en marge, il y a d'autres choses aussi, parce que tu dis, ça me prend plus que juste suivre ce qu'il y a à faire à l'université. Ben, je pense pas que j'ai de plan. Je pense que je m'en vais là pour jouer mes 4 ans, puis j'espère que je vais me développer en tant que joueuse assez pour pouvoir être dans la ligue un jour. Là. C'est sûr que ça serait vraiment un rêve. Puis on voit qu'elle marche bien aussi ces temps-ci, fait que j'espère que ça va continuer à se développer comme ça. Puis non, c'est sûr que j'espère vraiment un jour y arriver. Là, ouais. L'équipe canadienne, l'équipe nationale, les championnats du monde, mais senior, est-ce que ça aussi, ça fait partie des objectifs? Je ne sais pas, puis là, je dis objectif, mais ça peut être rêve aussi. Je ne sais pas comment toi, tu le places dans dans ton cheminement que tu vois pour l'avenir. Ben, c'est sûr que c'est vraiment rendu des objectifs. Je pense que quand c'était plus jeune, c'était vraiment des rêves, mais depuis que j'ai fait l'équipe U18, je pense que c'est mes prochains objectifs. Là. J'essaie vraiment de me faire réinviter au niveau de Hockey Canada. C'est sûr que c'est un rêve aussi, là, mais ça serait vraiment le fun. Puis ça serait vraiment la prochaine étape pour mon parcours d'hockeyeuse. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Là.
avec le temps, j'imagine que tu as eu la chance justement de côtoyer des anciennes de l'équipe canadienne ou des filles qui jouent avec l'équipe canadienne. Parmi ces filles-là ou ces femmes-là que tu as rencontrées, est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes qui te servent de modèle ou qui ont été des rencontres spéciales pour toi qui t'ont justement, comment je pourrais dire, soit t'ont donné envie encore plus ou de croire à tes objectifs ou qui t'ont tout simplement aidé plus concrètement que d'autres? Je pense à Caroline Ouellette. J'ai eu la chance de me faire coacher par elle dès que j'étais pee-wee, puis encore de la côtoyer dans ses camps de hockey. Fait que, je pense qu'elle m'a vraiment beaucoup aidé à m'améliorer, puis je sais qu'elle est toujours là si j'ai besoin d'y parler, si j'ai besoin de conseils. Donc, je pense que c'est vraiment un modèle pour moi. Puis des filles comme Marie-Philippe Poulin, Laura Stacy, c'est sûr que ça aussi, ça aide, là. J'ai eu la chance de m'entraîner avec eux cet été, puis je pense que c'est des modèles aussi hors glace, là, fait que ça te pousse vraiment à t'améliorer. Puis je pense que c'est ça qui va m'aider pour le prochain niveau aussi, là. Puis c'est comment justement de dire, bon, OK, j'embarque sur la glace avec une légende comme Marie-Philippe Poulin, qui est la Wayne Gretzky chez les filles, qui est la Sidney Crosby. Tu dis, OK, je suis sur la même glace qu'elle. C'est pas juste de dire que je la vois, puis je passe à côté d'elle, puis je lui demande un autographe, je suis sur la même glace. À quel point c'est intimidant ou au contraire motivant? Et comment on vit ça justement la première fois qu'on embarque avec elle? Je pense que c'est un peu des deux, là. C'est intimidant puis motivant. Tu veux pas avoir l'air folle non plus, là, mais elle est tellement gentille puis elle va pas rire de toi, peu importe ce que tu fais. Fait que, je pense qu'elle est juste là pour t'aider aussi. Donc, c'est vraiment le fun, mais ça fait un peu peur bloquer ses shots, là, pas te mentir. Excellent. Écoute, regarde, vraiment, là, la saison est finie. Est-ce qu'il y a quelque chose là, qui va se passer d'ici à ce que tu ailles à t'installer à Northeastern ou y a-t-il des événements hockey ou des entraînements particuliers que tu prévois? C'est sûr, m'entraîner fort cet été pour arriver prête à la prochaine saison, puis peut-être espérer avoir une invitation au niveau de Hockey Canada cet été, ça serait vraiment le fun. Là, mais sinon, je vais prendre ça tranquille cet été, m'entraîner à fond, puis espérer le mieux. Excellent. Écoute, on te souhaite le meilleur. On va continuer de te suivre, évidemment. Un gros merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. J'espère que les gens qui te connaissaient peu ou pas du tout vont maintenant t'avoir sur leur radar parce que franchement, tu as offert du jeu extraordinaire. C'était vraiment plaisant de te regarder aller. Tes 3 buts en fin de semaine dans le match. Puis il n'y a pas juste eux autres. Il y a eu d'autres buts dans l'année, mais franchement, une superbe démonstration de hockey de qualité. Fait que j'espère qu'on va continuer de devoir faire des beaux jeux de même encore longtemps. Merci encore, puis la meilleure des chances. Merci beaucoup à toi. Merci vraiment. Salut.